Le drone a frappé à 22h42, heure locale, à Jufer, au Bahreïn, et le bâtiment qui a pris feu était adjacent au quartier général de la 5e flotte américaine. Ce n'était pas le fruit du hasard, et ce n'était pas le résultat d'une erreur de ciblage iranienne. Selon 3 responsables américains, qui ont parlé sous couvert d'anonymat au Washington Post, les coordonnées exactes de cette cible avaient été transmises à l'Iran par Moscou. Des données issues des satellites russes, l'une des constellations d'observation les plus sophistiquées au monde, des positions précises de navires de guerre américains, d'aéronefs militaires, de bases à travers tout le Moyen-Orient, partagées en temps réel avec une puissance engagée dans un conflit armé contre les États-Unis. Un responsable américain a décrit cet échange d'informations comme un effort assez complet de la part de Moscou. La Maison-Blanche n'a pas démenti. C'est la première fois depuis la guerre froide qu'une puissance nucléaire majeure alimente directement le ciblage d'actifs militaires américains dans un conflit en cours, pas par procuration vague, mais avec des données satellitaires de précision. Pas une hypothèse, pas une théorie, pas une spéculation de chroniqueurs. Un fait confirmé par le renseignement américain et rapporté simultanément le 6 mars 2026 par le Washington Post, CNN et l'Associated Press. La marine américaine, la force la plus puissante que l'humanité ait jamais déployée sur les océans, navigue désormais dans des eaux où ses positions sont connues de l'ennemi grâce à Moscou. Ce changement ne ressemble à rien de ce que nous avons vu depuis des décennies, et il a des conséquences financières concrètes que la plupart des gens autour de vous ne voient pas encore. Ce soir, nous allons examiner comment ce conflit a commencé, ce que la Russie a réellement mis en jeu en transmettant ses renseignements à l'Iran, ce que la marine américaine a perdu dans les premières semaines de combat, et pourquoi les marchés de l'énergie se reconfigurent d'une façon qui va affecter votre épargne et votre pouvoir d'achat. Parce que cette guerre n'est pas simplement un conflit de plus dans une région instable, c'est une rupture dans la structure de l'ordre économique mondial, et les ruptures de cette magnitude ne préviennent pas. En France, le gazole frôle désormais les 2,20 € le litre, son plus haut niveau depuis 1985, pendant que l'inflation a bondi à 1,7% en mars 2026 contre 0,9% en février. Si le détroit d'Ormuz reste bloqué un mois de plus, les modèles des analystes de Stratas Advisors projettent un baril à 190 $. Et il y a 2 groupes de personnes face à ces événements. Ceux qui comprennent pendant que ça se passe et ceux qui comprennent après. Dans quelques jours, tout le monde va comprendre ce qui s'est passé ce week-end. Les journaux vont expliquer, les experts vont analyser, les réseaux sociaux vont débattre. La recherche financière vous donne cette compréhension maintenant, pendant que les décisions ont encore un sens. Si vous sentez que c'est exactement ce dont vous avez besoin, le premier lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Découvrez la recherche financière. Continuons. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes d'une ampleur sans précédent sur des cibles militaires en Iran dans le cadre de l'opération Epic Fury. Le guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, a été tué lors de ces frappes, et le commandement central américain a frappé près de 6000 cibles à travers le pays depuis le début du conflit. En réponse, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz à tous les navires étrangers, les gardiens de la révolution islamique diffusant des avertissements sur la fréquence radio d'urgence. Aucun navire n'est autorisé à traverser le détroit. Ce détroit d'une 50aine de kilomètres, dans sa partie la plus étroite, représente 20% du pétrole et du gaz mondiaux et 15 millions de barils de brut. Y transitent chaque jour, selon le cabinet Rystad Energy. Dans la première semaine de mars 2026, le trafic de pétroliers a chuté de 90%. Maersk, l'un des plus grands transporteurs maritimes de la planète, a redirigé ses navires loin de la région. Et Total Energies a évacué 1300 personnes du Moyen-Orient. L'Agence internationale de l'énergie a déclenché la plus grande libération de réserves d'urgence de son histoire, déstockant environ 400 millions de barils pour tenter de stabiliser les marchés. Le brut Brent a bondi de plus de 30% en quelques jours, frôlant 119 $ le baril, soit une hausse de 23% par rapport au cours de clôture du vendredi précédent. Le mois de mars 2026 s'oriente vers la plus forte hausse mensuelle du pétrole depuis 1988, avec une progression qui pourrait atteindre 60% depuis le début du conflit. Goldman Sachs a relevé ses prévisions annuelles pour le Brent à 85 $ pour 2026. JP Morgan a emboîté le pas, et l'analyste John Pesey de Stratas Advisors a averti « Si le détroit reste fermé un mois de plus, le Brent se dirigera vers 190 $. C'est ce que signifie le blocage d'un passage par lequel transite un 1/5 de l'énergie mondiale. Et c'est dans ce contexte que la marine américaine a refusé, chaque jour depuis le début du conflit, d'escorter les pétroliers à travers le détroit. Le risque d'attaque était jugé trop élevé pour la première marine du monde.
la 5e flotte américaine, dont un bâtiment adjacent au quartier général a été touché par un drone iranien guidé par des données russes, opère désormais dans un environnement fondamentalement différent de celui d'il y a 6 semaines. 6 soldats américains de la réserve ont été tués au Koweït lorsqu'un drone a frappé une installation militaire dans le port de Chouaïba, et Trump a averti que d'autres pertes américaines étaient à prévoir. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Les marchés vont bouger, les prix vont changer, les gens vont réagir, et après coup, tout le monde va comprendre pourquoi. Les journalistes vont écrire des articles, les analystes vont publier des rapports, votre banquier va vous appeler pour vous expliquer ce qui vient de se passer. Après. Toujours après. Il existe pourtant un groupe de personnes qui comprend pendant que ça se passe, pas après, pas parce qu'ils sont plus intelligents, pas parce qu'ils ont des contacts secrets, parce qu'ils regardent les mêmes données que les institutions, au moment où ces données bougent, expliquées de façon à ce que n'importe qui puisse les lire et comprendre ce qu'elles signifient. Que vous ayez suivi les marchés pendant 20 ans, ou que vous regardiez cette vidéo pour la première fois parce que le prix de l'essence vous inquiète, cette différence, comprendre pendant ou comprendre après, s'applique à vous exactement de la même façon. Si vous savez que ça a du sens pour vous, accédez au premier lien dans la description ou dans le commentaire épinglé et découvrez la recherche financière. Continuons. Revenons à Moscou et posons la question que peu de gens posent publiquement. Pourquoi la Russie prendrait-elle le risque apparent d'une confrontation avec Washington en transmettant des données de ciblage à une puissance en guerre contre les États-Unis? La réponse n'est pas idéologique, elle est comptable. En 2021, les recettes pétrolières et gazières représentaient 45% du budget fédéral russe. En 2025, après des années de sanctions occidentales et de prix du brut durablement bas, ce chiffre avait chuté à 20%. Puis la guerre contre l'Iran a commencé, et le pétrole russe, l'un des rares disponibles sur le marché mondial, est redevenu stratégiquement précieux. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a lui-même évoqué une augmentation significative de la demande pour les produits énergétiques russes en lien avec le conflit en Iran. Ce n'est pas un effet secondaire, c'est un calcul. La Russie ne peut pas s'offrir une confrontation militaire directe avec les États-Unis, mais elle peut s'offrir une confrontation par procuration, plausiblement niable et extraordinairement profitable sur le plan économique. Chaque dollar de hausse du prix du baril représente des milliards supplémentaires dans les caisses de l'État russe, et chaque point d'attention militaire américaine consommé au Moyen-Orient est un point qui n'est pas appliqué à l'Ukraine. Et les données satellitaires, elles, ne laissent pas de traces visibles sur le champ de bataille. Ce que je viens de vous montrer sur la transmission de renseignements russes guidant les frappes iraniennes contre la marine américaine, le monde entier va l'apprendre dans les journaux dans quelques jours. Vous l'avez appris ce soir. C'est exactement ça, la recherche financière. Si vous savez que c'est ce qu'il vous faut, le premier lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Il y a un modèle dans l'histoire que les économistes et les gestionnaires de patrimoine connaissent bien, mais que la grande presse ne raconte jamais de la même façon, parce que comprendre ce modèle demande d'accepter une vérité inconfortable. Les grandes crises géopolitiques ne détruisent pas la valeur, elles la déplacent. En 2003, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak et que le Moyen-Orient a basculé dans l'instabilité, l'or a doublé en 5 ans. Et ceux qui l'avaient acheté avant les conflits n'ont pas seulement préservé leur capital, ils l'ont transformé. En 2011, lorsque le printemps arabe a secoué la région, le pétrole a atteint 147 $ le baril et a mis des années à redescendre, tandis que les producteurs d'énergie hors Moyen-Orient enregistrèrent des profits records. En 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine et que l'Europe a perdu son approvisionnement en gaz russe, les producteurs d'énergie américains ont affiché leur meilleure marge en 20 ans, et les métaux précieux ont servi d'encre pour des millions d'épargnants européens. Ce que nous vivons aujourd'hui est différent de ces épisodes, non pas en nature, mais en magnitude, parce que le détroit d'Ormuz n'est pas un corridor régional, c'est le verrou de l'économie mondiale. 20% du pétrole et du gaz planétaire, 30% du gaz naturel liquéfié mondial, l'ensemble des approvisionnements énergétiques de la Corée du Sud, du Japon et d'une grande partie de l'Inde dépendent de ce passage de 56 km. Quand ce verrou se ferme, le monde entier le ressent, pas dans un mois, pas dans une semaine, mais en quelques heures, comme les marchés l'ont montré dès l'ouverture du 2 mars 2026. Et maintenant, une puissance nucléaire qui contrôle certaines des plus grandes réserves d'hydrocarbures non sanctionnées du monde fournit des renseignements de ciblage à l'Iran, ce qui signifie que le risque n'est plus seulement militaire, il est systémique. La Russie ne cherche pas à déclencher une troisième guerre mondiale, elle cherche à prolonger l'incertitude assez longtemps pour que ses propres actifs prennent de la valeur. Et jusqu'à présent, cette stratégie fonctionne exactement comme prévu.
Le pétrole russe, autrefois sanctionné et difficile à écouler, est soudainement l'une des rares alternatives disponibles. Et des pays qui cherchaient d'autres fournisseurs se retournent vers Moscou. Voilà la structure réelle de ce conflit. D'un côté, la marine américaine qui refuse d'escorter les pétroliers parce que le risque est trop élevé. De l'autre, la Russie qui collecte les dividendes économiques de cette incertitude sans tirer un seul coup de feu. C'est de la stratégie de haut niveau, patiente, calculée, exécutée au moment précis où l'adversaire est le plus distrait et les marchés les plus vulnérables. Nous allons continuer à décortiquer tout cela dans quelques instants. Ce que peu d'analystes vous disent, c'est que la Russie avait anticipé une grande partie de ce scénario longtemps avant le 28 février 2026. Moscou avait été délirant à construire sa capacité militaire pendant des années, en fournissant des missiles, des systèmes de défense anti-aérienne et des technologies qui ont structurellement renforcé la résistance iranienne à une frappe américaine. Mais l'intelligence satellitaire est d'une nature différente. Parce que c'est du temps réel, c'est de la position précise, c'est la différence entre un drone qui frappe un bâtiment adjacent au quartier général de la 5e flotte et un drone qui manque sa cible de 500 mètres. Le Financial Times a rapporté fin mars 2026 que Moscou pourrait également fournir des drones à l'Iran, une évolution que l'Institut Chatham House a qualifiée de changement dans les calculs stratégiques russes. Si cela se confirme, ce n'est plus de la guerre par procuration par l'information, c'est de la guerre par procuration par les armes. Et ce passage d'un niveau à l'autre représente exactement le type de rupture que les historiens de la finance identifient comme précurseur d'une reconfiguration majeure des prix d'actifs. Pensons à ce que cela signifie concrètement pour un épargnant ordinaire en France ou en Europe. Le prix du gazole frôle 2,20 € le litre, son niveau le plus élevé depuis 1985, et l'essence sans plomb 95 approche les 2 € le litre. L'inflation française a bondi à 1,7% en mars 2026 contre 0,9% le mois précédent, et la Banque de France prévoit qu'elle pourrait atteindre 2,5% si les flux d'Ormuz continuent à se réduire. Ce que l'Institut national de la statistique et des études économiques précise, c'est que chaque hausse de 5 $ du baril de Brent entraîne mécaniquement une augmentation d'environ 0,1 point de l'inflation d'ensemble. Avec un baril à 115 $ en ce moment contre 63 $ avant la guerre, l'effet mécanique est déjà de plus d'1 point d'inflation supplémentaire, et il se diffuse à travers toute l'économie, du coût du transport à celui des matières premières agricoles. Ce n'est pas une abstraction géopolitique, c'est votre pouvoir d'achat qui diminue pendant que vous dormez. Maintenant, posons la question que tout investisseur conservateur doit se poser dans ce contexte. Où va la valeur quand l'ordre énergétique mondial se reconfigure ? L'histoire donne une réponse assez cohérente, même si les détails varient selon les cycles. Dans les périodes de choc pétrolier et d'inflation réactivée, les actifs qui ont historiquement préservé le mieux la valeur réelle du patrimoine ne sont pas les obligations d'État, dont les rendements réels deviennent négatifs, ni les liquidités, dont le pouvoir d'achat s'érode. Ce sont les actifs tangibles, ceux qui ont une valeur intrinsèque, indépendante des promesses de papier, et qui bénéficient soit directement de la hausse des prix de l'énergie, soit de la fonction refuge que les investisseurs institutionnels leur attribuent dans les périodes de stress. L'or en est l'exemple le plus documenté, mais l'argent métal présente en ce moment une configuration que nous n'avons pas vue depuis des décennies, à la fois métal précieux de refuge et matière première industrielle stratégique dans les technologies qui définissent la transition énergétique. Regardez ce qui se passe en parallèle sur les marchés des métaux précieux pendant que le Moyen-Orient brûle. Les stocks d'argent métal enregistrés à la COMEX, la principale bourse de contrats à terme sur les métaux aux États-Unis, continuaient de décliner avant même que la guerre n'éclate. Et la demande industrielle pour les panneaux solaires, les véhicules électriques et l'électronique de défense créait déjà un déficit structurel annuel de plus de 300 millions d'onces selon les données du Silver Institute. Une guerre qui mobilise des ressources militaires énormes, qui accélère la demande en technologies vertes par nécessité énergétique et qui crée de l'incertitude systémique, c'est précisément le contexte qui amplifie ces dynamiques de marché. Ce n'était pas une coïncidence. C'est de la mécanique de marché que les institutions suivent depuis des décennies. Regardez les données, pas les opinions. La plus forte révision à la hausse des prévisions annuelles de prix du pétrole jamais enregistrée dans les sondages mensuels de Reuters, qui remontent à 2005, vient d'être publiée pour mars 2026. Les analystes ont révisé leurs prévisions de 63,85 $ à 82,85 $ pour le Brent annuel 2026, soit une révision de 19 $ d'un seul coup, du jamais vu dans l'histoire de ces sondages. Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, Stratas Advisors, les grandes maisons convergent vers un scénario de prix élevé durable, même en cas de résolution partielle du conflit dans les prochaines semaines. Pourquoi durable ?
parce que les perturbations physiques des infrastructures du Golfe prennent du temps à se réparer, parce que les primes d'assurance maritime restent structurellement élevées, même quand les hostilités s'apaisent, et parce que les chaînes logistiques ne se reconstituent pas du jour au lendemain. Kim Fustier, responsable de la recherche pétrole et gaz en Europe chez HSBC, a déclaré que même après une normalisation du trafic à Hormuz, l'amenuisement des stocks mondiaux laisserait le marché sous tension, et qu'une prime de risque persisterait durablement. Ce n'est pas le scénario alarmiste, c'est le scénario central des économistes de ces institutions. Maintenant, regardons ce que cela signifie pour la Russie à plus long terme, parce que c'est là que le calcul stratégique devient vraiment intéressant. Moscou sort de plusieurs années d'affaiblissement économique lié aux sanctions et à la guerre en Ukraine, une guerre qui a coûté des centaines de milliards de dollars et qui continue à peser lourdement sur le budget fédéral. Mais avec un baril à 115 dollars au lieu de 63, les équations changent radicalement. La Russie est l'un des rares grands exportateurs de pétrole dont la production est disponible et déjà routée vers des acheteurs non occidentaux en Asie et en Afrique. Elle ne profite pas seulement de la hausse des prix, elle profite de l'effacement compétitif de ses rivaux dans la région, dont les installations sont soit endommagées, soit inaccessibles à cause du conflit. Et pendant ce temps, la tension stratégique américaine, les capacités militaires, les ressources diplomatiques, tout cela est consommé par le Moyen-Orient, laissant un espace que Moscou sait utiliser avec une précision chirurgicale. L'Institut Chatham House a résumé cela fin mars 2026. La Russie cherche à rester suffisamment proche pour influencer les résultats du conflit, mais suffisamment distante pour préserver sa liberté d'action. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie au sens le plus classique du terme. Revenons maintenant sur la question de la marine américaine, parce qu'il y a dans ce que nous observons quelque chose que les médias généralistes ne qualifient pas encore correctement. La marine américaine dispose d'environ 11 groupes de combat de porte-avions opérationnels, une force sans équivalent dans l'histoire de la puissance navale mondiale. Pourtant, cette force a refusé d'escorter les pétroliers à travers le détroit d'Ormuz, jugeant le risque trop élevé, selon des sources familières du dossier citées par Reuters. Ce refus n'est pas un aveu d'impuissance totale, c'est un aveu que l'environnement de menace a changé de nature. L'Iran déploie dans le détroit une combinaison de mines navales, de drones de surface explosifs, de missiles anti-navires guidés depuis la côte et de petites embarcations rapides coordonnées. Cette combinaison n'est pas conçue pour couler un porte-avions. Elle est conçue pour créer une incertitude telle que le coût en vies humaines et en matériel rende l'escorte militairement intenable. Et c'est ici que les données russes entrent en jeu différemment de ce que la plupart des commentateurs ont compris. Si Moscou transmet non seulement les positions des navires de guerre, mais aussi des données sur les routes de patrouille, les cycles de surveillance et les fenêtres de vulnérabilité, alors le risque pour chaque bâtiment américain dans le Golfe n'est pas seulement théorique, il est calculable par l'ennemi. Et les amiraux américains, qui calculent ce risque à partir des mêmes données de renseignement, arrivent à la même conclusion. C'est un environnement exceptionnellement dangereux. 6 soldats morts au Koweït, un bâtiment touché à Bahreïn, des demandes quotidiennes de l'industrie maritime refusées. Ce n'est pas une guerre que la marine américaine perd, mais ce n'est pas non plus une guerre qu'elle contrôle entièrement. Et cette nuance, ce glissement de la domination totale vers la domination sous contrainte active, est exactement le type de changement structurel qui reconfigure les marchés sur des années, pas des semaines. Regardons maintenant l'horizon politique. Parce que la question que tout le monde se pose dans les capitales du Golfe, à Moscou, à Pékin et à Paris, est la même. Qui va clignoter en premier ? L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, a subi des frappes massives sur son territoire et a perdu son guide suprême et son commandant naval Ali Reza Tangsiri, assassiné par Israël fin mars 2026. Mais il tient parce que sa stratégie n'a jamais été de vaincre militairement les États-Unis, elle a toujours été de rendre le coût de la victoire américaine plus élevé que le bénéfice perçu. Les États-Unis ont détruit plus de 100 navires de guerre iraniens, ont mené des milliers de frappes et ont mobilisé plusieurs groupes de combat de porte-avions simultanément dans la région. Mais ils ne contrôlent pas encore le détroit, et les alliés européens ont refusé de rejoindre la coalition militaire malgré les appels répétés de Trump, qui les a publiquement qualifiés de lâches. La Chine, qui dépend massivement du pétrole du Golfe, presse en priver l'Iran de rouvrir le détroit tout en refusant de s'aligner publiquement avec Washington et continue d'acheter du pétrole iranien via des routes alternatives. Dans cet équilibre instable, chaque signal compte, chaque annonce diplomatique fait bouger les marchés de 10 à 15% en quelques heures, comme nous l'avons vu lorsque Trump a évoqué une possible fin rapide du conflit, provoquant une chute du Brent d'environ 10%. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes de ce moment. La volatilité est structurelle, pas accidentelle.
Les marchés réagissent à chaque déclaration, à chaque mouvement de navire, parce que personne dans aucune institution financière au monde ne sait quelle sera la situation dans 30 jours. Et l'incertitude de cette magnitude, dans un marché où 20% de l'énergie mondiale est en jeu, produit des opportunités et des risques que nous n'avons pas vus depuis les années 70. En 1973, le premier choc pétrolier a suivi un embargo arabe, en réponse à la guerre du Kippour. Ce n'est pas un embargo arabe qui ferme le détroit aujourd'hui. C'est un État souverain armé, alimenté en renseignements de précision par une puissance nucléaire disposant d'une constellation satellitaire de premier rang. La différence est fondamentale. L'embargo de 1973 était une décision réversible d'un cartel commercial. Ce que nous vivons aujourd'hui s'inscrit dans un affrontement géopolitique de beaucoup plus grande envergure et de bien plus longue durée potentielle. En 1973, le choc pétrolier a produit 10 ans d'inflation élevée, de taux d'intérêt en hausse et une reconfiguration complète des portefeuilles d'investisseurs à travers le monde occidental. Les actifs qui ont le mieux performé pendant cette décennie n'étaient pas les actions ordinaires ni les obligations d'État. C'était l'or, les matières premières énergétiques et les actifs réels liés à la production physique. Ce parallèle historique n'implique pas que la situation actuelle produira exactement les mêmes résultats. Et nous ne sommes pas en train de vous donner des conseils financiers, mais ce qu'il implique est ceci. Les périodes de dislocation énergétique majeure produisent systématiquement des rotations de capital massives, et ceux qui comprennent la structure de ces rotations avant qu'elles ne soient évidentes à tout le monde sont dans une position fondamentalement différente. Il est important de comprendre pourquoi 22 pays ont maintenant signé une déclaration commune sur la sécurisation du détroit d'Ormuz, incluant le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Japon, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Ce n'est pas simplement une déclaration de solidarité politique. C'est la reconnaissance collective que le système commercial mondial ne peut pas fonctionner si ce détroit reste bloqué et que le coût économique global dépasse de très loin le coût politique de s'impliquer. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié la situation de plus grande perturbation de l'approvisionnement pétrolier de l'histoire. Ce n'est pas une formulation utilisée à la légère par une institution qui a traversé les 2 chocs pétroliers des années 70, la crise du Golfe de 1990 et la guerre en Ukraine en 2022. Ce n'est pas une crise parmi d'autres, c'est le plus grand choc sur l'offre énergétique mondiale de l'histoire moderne, et la Russie en est l'un des seuls bénéficiaires nets. Et dans ce contexte, grâce à des satellites et à quelques échanges d'informations soigneusement calibrés, Moscou s'est positionné comme l'acteur qui gagne dans presque tous les scénarios possibles. Si la guerre se prolonge, les prix du pétrole restent élevés, et la Russie encaisse les dividendes de ses exportations pendant que ses adversaires brûlent leurs réserves stratégiques. Si la guerre se termine rapidement, le pétrole redescend, mais la Russie conserve le capital diplomatique qu'elle a accumulé en soutenant Téhéran, et elle utilise ce capital pour rouvrir des négociations sur l'Ukraine depuis une position renforcée. Dans les 2 cas, Moscou sort de cette crise dans une situation meilleure qu'il y a 6 semaines. C'est le calcul stratégique le plus froid que vous pouvez faire dans cette situation, et c'est précisément celui que le Kremlin avait fait avant même que les premières frappes ne tombent sur l'Iran. La guerre a changé à jamais parce qu'elle a démontré qu'une puissance nucléaire peut désormais s'insérer dans un conflit impliquant les États-Unis sans tirer un seul coup de feu, sans engager un seul soldat, et sans même admettre officiellement sa participation. Elle peut le faire avec des satellites, avec des données, avec de la patience, et elle peut transformer la douleur économique de tout le monde en bénéfice stratégique pour elle seule. Comprendre cela, pas comme un fait divers géopolitique, mais comme une force structurelle qui va façonner les marchés, les politiques monétaires et les prix des actifs pendant des années, c'est ce qui distingue ceux qui agissent maintenant de ceux qui lisent les articles d'explication dans 6 mois. Restez informés, restez préparés, et continuez à regarder les données, pas les narratives.